Soit il vote, mais en refusant de choisir un candidat. C'est le vote blanc. Soit il met dans l'enveloppe un bulletin non valide. C'est le vote nul. Soit il ne vote pas. C'est l'abstention. Une fois les bureaux de vote fermés, on compte le nombre de bulletins. Puisque le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales est connu, on en déduit facilement le niveau de l'abstention. Lors du dépouillement, on met d'un côté les votes pour les candidats et de l'autre les votes blancs et nuls. Les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte dans le décompte des suffrages exprimés. Enfin, on compte le nombre de voix obtenues par les différents candidats. Si on prend l'ensemble des résultats du vote, on obtient cette répartition. Maintenant, gardons uniquement les votes en retirant l'abstention et les nuls. On constate que le gagnant de l'élection est le vote blanc. Mais aujourd'hui, le résultat de l'élection nous est plutôt présenté ainsi. Le fait d'écarter les votes nuls du résultat semble logique. Mais faire de même avec les votes blancs est injuste, car ne voter pour personne indique une volonté de participer à l'élection, mais marque un refus des choix proposés. C'est d'autant plus injuste que, les votes blancs n'étant pas soustraits du nombre total de suffrages exprimés, voter blanc en croyant ne voter pour personne revient en fait à voter à part égale pour tous les candidats. Dans notre programme pour l'élection présidentielle, nous proposons la pleine et entière reconnaissance du vote blanc. Ce qui veut dire qu'une élection à laquelle le vote blanc arriverait en tête serait annulée. Le scrutin serait reporté de quelques mois et tous les candidats de la première élection auraient interdiction de se représenter, ayant été écartés par la majorité des électeurs. Enfin, pour éviter toute fraude, l'Union populaire républicaine propose que l'usage des machines à voter électroniques soit strictement interdit. Les élections s'effectuent au scrutin secret et manuel, au moyen de bulletins de vote en papier, d'urnes transparentes et sous la surveillance des citoyens. Ces propositions permettent d'améliorer l'offre politique et participent au rétablissement de la démocratie. À l'Union populaire républicaine, nous rappelons que le mot démocratie vient du grec ancien démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. La démocratie, cela signifie donc une chose et une seule, le pouvoir du peuple. Or, à l'UPR, nous sommes convaincus que la France n'est plus qu'une démocratie d'apparence. Le fait qu'il y ait des élections n'est pas suffisant pour garantir qu'il s'agit bien d'une démocratie. Car nos dirigeants n'obéissent plus au peuple français depuis que la France fait partie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à l'Union européenne. La France est devenue une eurocratie. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à l'OTAN. La France est devenue une otanocratie. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à la Banque centrale européenne et aux grandes banques. La France est devenue une bancocratie, ou une Goldman Sachsocratie. Notre volonté première est de rétablir la démocratie, c'est-à-dire que ce soit le peuple français qui ait vraiment le pouvoir, et qui fixe en dernier ressort les grands choix collectifs de notre nation. C'est pourquoi François Asselineau propose dans son programme présidentiel la création du référendum d'initiative populaire. En France, quand on parle de référendum, on pense au référendum d'initiative présidentielle. Le président de la République pose alors une question au peuple, question qui appelle le plus souvent deux réponses, soit oui, soit non. À l'issue du référendum, c'est normalement la réponse majoritaire qui est appliquée. Cependant, on a vu en 2005 que nos dirigeants ont eu l'audace de ne tenir aucun compte du non de 55% des Français à la Constitution européenne. Aujourd'hui, le peuple n'a quasiment aucun moyen pour imposer aux dirigeants qu'une décision soit débattue et tranchée par l'ensemble des citoyens. À la différence de ce qui existe en Suisse ou en Californie, les pétitions n'ont pas de valeur légale contraignante et elles ne servent donc à peu près jamais à rien. Le référendum d'initiative populaire que nous proposons obligera nos dirigeants, quels qu'ils soient, à mettre en œuvre une décision que le peuple exige. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose ainsi d'instaurer le référendum d'initiative populaire. Si une pétition proposant une question référendaire concrète et précise est signée par quelques centaines de milliers de citoyens, nombre qui sera fixé par une loi organique, et si le Conseil constitutionnel certifie que cette question est bien conforme à la Constitution française,
Les pouvoirs publics seront alors contraints d'organiser un référendum sur ce sujet et de mettre en œuvre les résultats du référendum. Et pour plus de démocratie, François Asselineau propose également des améliorations substantielles concernant le référendum d'initiative présidentielle. Tout d'abord, il pourra contenir plusieurs questions, ainsi que plusieurs réponses possibles, afin de nuancer les décisions. Ensuite, le président aura le choix entre deux attitudes. Soit il consultera les Français par référendum en ne mettant pas son mandat en jeu. Il devra alors garder la neutralité la plus stricte et s'abstenir de toute déclaration écrite ou orale avant et pendant la campagne électorale. Il sera alors légitime pour rester en fonction quel que soit le résultat du référendum. Mais il aura l'obligation de le mettre ensuite en œuvre fidèlement. Soit il consultera les Français par référendum, mais en appelant le peuple à voter dans le sens qu'il souhaite. Dans ce cas, il mettra sa légitimité en jeu. C'est-à-dire que si la majorité du peuple français ne suit pas la demande du président, celui-ci devra impérativement démissionner. Toutes ces dispositions nouvelles seront inscrites dans la Constitution et contribueront à rendre aux Français leur démocratie. Comme le dit un proverbe chinois, le poisson pourrit par la tête. C'est pareil pour les États. À l'Union populaire républicaine, nous sommes convaincus que la France est en train de pourrir par la tête. Nous souhaitons rétablir le sens de la probité en politique. C'est pourquoi nous proposons dans notre programme présidentiel l'obligation pour tout élu, mais aussi ministre, de présenter un casier judiciaire vierge. Pour pouvoir être policier, infirmière, gendarme, pompier, greffier, juge, avocate, comptable, médecin, dentiste, pharmacienne, agent de la poste, chauffeur de taxi et bien d'autres métiers encore, vous avez l'obligation légale de présenter un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir été condamné pénalement par la justice française. Par contre, ce n'est pas nécessaire si vous souhaitez être ministre ou même président de la République. Est-il normal qu'une personne ayant été condamnée pour fraude fiscale, abus de biens sociaux ou prise illégale d'intérêt puisse décider des affaires publiques? Pour notre part, cela nous semble profondément scandaleux. C'est pourquoi nous proposons dans notre programme présidentiel que les maires, conseillers régionaux et départementaux, députés, sénateurs, ministres et présidents de la République aient l'obligation légale de présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir exercer leurs fonctions. Et pour favoriser encore plus l'exemplarité des serviteurs de l'État, nous proposons que les élus ayant été condamnés au cours de leur mandat soient destitués et inéligibles à vie. S'agissant de l'immunité du président de la République, nous proposons qu'elle ne s'applique pas aux crimes de haute trahison que nous allons rétablir dans la Constitution et qu'elle cesse à la fin de son mandat. Ces propositions contribuent à restaurer la confiance des citoyens vis-à-vis des décideurs politiques et de l'État. Elles encouragent la probité et le désintéressement des représentants du peuple. À l'Union populaire républicaine, nous savons que les Français sont très attachés à leur maire. Êtes-vous au courant que les réformes territoriales, votées dans le dos des Français, programment de supprimer environ 20 000 communes en France au cours des prochaines années et les départements en 2020? C'est la loi NOTRe. Est-ce la vôtre? Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose d'arrêter immédiatement ces réformes territoriales. Lorsque l'on demande aux Français en quels élus ils ont le plus confiance, ils sont 75% à répondre les maires. Aujourd'hui, les maires sont des personnes dévouées à leurs administrés, touchant une compensation symbolique. On ne parle même pas de salaire quand il s'agit de 650 €. Vers qui se tourne-t-on quand il y a un trou dans la chaussée? Le maire. Qui consulte-t-on lorsqu'il y a des querelles de voisinage? Le maire. Qui connaît ses administrés, les spécificités du terrain, etc.? Le maire. Si demain il y a des regroupements de communes conséquents, des villages et petites villes disparaîtront. Autant de maires en moins. Le prétexte serait de faire des économies. C'est complètement faux et absurde. C'est en réalité l'inverse qui va se produire. Si les réformes territoriales et les regroupements de communes se poursuivent, la facture va exploser. On devra se passer du travail quasi bénévole du maire dévoué pour laisser place à un salarié qui vivra à 20 ou 30 km de là, qui aura un secrétariat et tous les frais qui vont avec. La France est forte de 36 000 communes. Certains considèrent que c'est trop. Et alors ? C'est un raisonnement absurde. Imagine-t-on quelqu'un qui dirait qu'il y a 365 fromages en France, que ce nombre est bien trop élevé et qu'il faut le réduire à 6 fromages, comme c'est le cas aux Pays-Bas? Le but non avoué est de créer des grands comtés à l'américaine. Et de manière très sournoise, s'il n'y a plus que 16 000 communes en France, il sera encore plus difficile d'obtenir les 500 parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose donc
l'arrêt immédiat des recoupements forcés de communes. Il ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum consultant les populations concernées de chaque commune. La possibilité aux communes ayant fusionné depuis 2010 de défusionner et de reprendre leur liberté, et cela à la demande des habitants. Le retour aux 22 régions de France métropolitaine d'avant la réforme Hollande et leur transformation en simples structures administratives légères comme avant 1982. Le retour à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État d'avant 2014. L'inscription dans la Constitution des communes et des départements comme maillon essentiel de la démocratie française. Toutes ces propositions permettent de préserver l'unité nationale, l'égalité entre nos départements, la qualité du service aux citoyens sur tout le territoire, tout en faisant vivre la démocratie localement et nationalement. À l'Union populaire républicaine, nous sommes révoltés comme de plus en plus de Français par la destruction des services publics. Notre volonté première est de retrouver notre indépendance pour permettre au peuple de bénéficier de son patrimoine commun et notamment des services publics à la française. C'est pourquoi François Asselineau propose dans son programme présidentiel la renationalisation des grandes infrastructures nationales et l'interdiction de privatiser celles qui sont encore sous le contrôle de l'État. Depuis de trop nombreuses années, sous prétexte d'une mondialisation libérale que les pseudo-experts prétendent inévitable, l'Union européenne et les dirigeants français complices privatisent progressivement nos services publics ou les mettent en concurrence avec des entreprises privées. Cette politique correspond à la vision américaine du monde, mais elle heurte la vision française du rôle de l'État, hérité de plus de 7 siècles de notre histoire. C'est en effet au milieu du XIIIe siècle que le roi Louis IX créa les ancêtres de nos services publics, notamment en rendant lui-même la justice sous son chêne, afin de s'assurer que le plus pauvre des requérants serait traité à égalité de droit face à son seigneur féodal. Ou encore en construisant et en finançant sur le trésor public en 1260 l'hospice des 15-20 pour soigner gratuitement les non-voyants et les malades. Cette apparition d'un État assurant la justice et l'égalité sociale correspondait tellement à ce que souhaitaient les Français qu'ils demandèrent et obtinrent la canonisation de Louis IX après sa mort, qui devint Saint Louis en 1296. La volonté des Français d'avoir un État juste et régulateur qui assure l'égalité de tous devant la maladie, l'éducation, la justice, les impôts ou l'organisation territoriale ne date donc pas d'hier. Cela fait plus de 750 ans que les Français le souhaitent. En 1946, au lendemain de la guerre, suivant le programme du Conseil national de la résistance, un vaste plan de nationalisation est entrepris. L'énergie, et en particulier l'électricité, est un des secteurs concernés. En 2007, sous l'exigence des traités européens, le marché de l'électricité et du gaz est ouvert à la concurrence. La production de l'électricité française devient alors dépendante de puissances privées, françaises comme étrangères. L'élection présidentielle de 2017 permettra de mettre un terme à la propagande de l'oligarchie euro-atlantiste qui postule l'impuissance des peuples à maîtriser leur propre avenir. François Asselineau propose dans son programme présidentiel d'organiser le retour à la nation des entreprises suivantes: EDF et GDF, Engie, ex-GDF Suez, Orange, ex-France Télécom, toutes les sociétés de réseaux d'adduction d'eau, Télédiffusion de France, l'AFP. Il faut restituer à l'agence France-Presse son rôle originel de service public de l'information, tel qu'il avait été conçu par le Conseil national de la résistance. Un financement correct de l'AFP doit être assuré par l'État afin de diffuser une vision impartiale et indépendante des événements planétaires. Tout établissement financier secouru par des fonds publics. Faire payer les contribuables lorsqu'il y a des pertes et récompenser les actionnaires lorsqu'il y a des profits, cela n'arrivera plus. François Asselineau annulera définitivement le processus de privatisation rampante de la Poste et de la SNCF. Il mettra également en place la renationalisation de la gestion des autoroutes. Celles-ci sont des monopoles, fruits du travail commun des Français. Aucune concurrence ne peut s'exercer sur elles. Pourquoi permettrait-on à des entreprises privées de s'enrichir en exploitant un bien public ? Sans compter que les prix au péage augmentent sans arrêt, alors que les frais de concession sont largement amortis. TF1 sera aussi déprivatisé. Pourquoi ? Il faut bien comprendre que TF1 est de loin la première chaîne regardée par les Français. Elle joue un rôle de premier plan dans la formation et l'éducation de l'opinion publique. Rôle qu'il est inadmissible, en démocratie, de laisser dans des mains privées. TF1 sera donc renationalisé et son cahier des charges profondément remanié afin de proposer des programmes d'information et de culture de qualité pour le plus grand nombre. Et pour éviter que les gouvernements suivants vendent à nouveau le patrimoine national à des intérêts privés, François Asselineau propose d'inscrire dans la Constitution la liste des services publics non privatisables par nature. Par exemple, interdire la privatisation des services publics stratégiques existants actuellement dans le domaine de la santé et de l'éducation, ainsi que poser le principe constitutionnel de la propriété publique de la Poste.
des producteurs et fournisseurs de gaz et d'électricité, de la SNCF, des autoroutes, des services d'adduction d'eau et des 2 premières chaînes de télévision nationale. Ces propositions permettent au peuple français de reprendre le contrôle des biens communs de la nation, de redonner du pouvoir d'achat à tous grâce aux tarifs réglementés ou à la gratuité des services publics. Il s'agit de protéger et développer le patrimoine commun afin qu'il bénéficie à l'ensemble des Français et soit géré dans une totale transparence. À l'Union populaire républicaine, nous considérons que la vie privée est de moins en moins respectée en France. C'est pourquoi François Asselineau, dans son programme présidentiel, propose de rétablir une société de liberté. Sous couvert de protection de la population et de veille permanente contre des menaces plus ou moins avérées, les pouvoirs publics, mais aussi de grands groupes privés, surveillent de plus en plus étroitement les Français, sans que ceux-ci s'en rendent toujours compte. C'est ainsi que des gestes jugés intrusifs hier, comme fouiller les sacs ou faire des palpations corporelles, sont devenus aujourd'hui des actes courants et acceptés. Cela fait maintenant combien de temps? 6 mois? 1 an et demi que l'on est en état d'urgence? Les Français ne savent même plus, tant ils ont intégré cet état de fait, comme s'il s'agissait d'une situation normale et d'une fatalité. Depuis les attentats de novembre 2015, en réalité, ils font avec. Parce que, paraît-il, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. L'expérience a montré que cet état d'urgence n'est pas appliqué de façon stricte et ne permet pas du tout d'éviter de terribles attentats comme à Nice le 14 juillet 2016. La meilleure façon de lutter contre le terrorisme est ailleurs. Il faut d'abord que la France cesse de participer à des guerres illégales de déstabilisation au Moyen-Orient et qu'elle cesse d'entretenir des relations troubles et complaisantes avec les pays qui financent et arment les terroristes, à commencer par l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec la complicité de Washington. Mais si l'état d'urgence n'est pas appliqué dans toute sa rigueur, il pèse quand même sur les libertés publiques. Au-delà du climat anxiogène qu'il suscite, il a de sérieuses conséquences sur la vie privée, comme l'autorisation de perquisitionner librement, de jour comme de nuit. L'état d'urgence permanent a ainsi pour effet très grave d'habituer les Français à consentir sans broncher à une réduction sans précédent de leur liberté. Les données numériques ne sont pas en reste. De nos jours, la surveillance informatique représente un vrai danger, avec des collectes massives de données sur les personnes, à des fins de sécurité, mais aussi dans un but commercial. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose de rétablir une société de liberté. Il y développe un point fondamental sur lequel il convient d'insister. Tout citoyen français a le droit à sa vie privée. Pour cela, François Asselineau propose de limiter à 2 mois les plans Vigipirate et l'état d'urgence, avec renouvellement sur autorisation du Parlement, ainsi qu'un référendum obligatoire au bout de 3 renouvellements. Rétablir le principe fondamental du secret des correspondances et des télécommunications. Seul un juge pourra ordonner la consultation et le fichage de ces données. Rétablir le principe fondamental de pouvoir aller et venir sans être surveillé. Il s'agira d'adopter une législation beaucoup plus contraignante pour installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance et d'examiner avec minutie la pertinence de celles déjà existantes. Reconnaître le droit à l'anonymat sur Internet, dans le cadre du respect de la loi bien évidemment. Chaque citoyen aura également le droit à l'oubli sur Internet. Retirer immédiatement la France du réseau INDECT et de tout système comparable. Ce système, promu par l'Union européenne, consiste en une surveillance informatique systématique des données numériques par mots-clés. Interdire tout puçage RFID ou autre sur les êtres humains. Cette interdiction nationale s'accompagnera d'une saisine de l'Organisation des Nations Unies pour que ce puçage fasse l'objet d'une interdiction universelle. Encadrer strictement les fichiers nationaux sur les personnes et interdire le stockage hors de France des données personnelles des Français. Assurer la protection des lanceurs d'alerte et leur accorder si nécessaire l'asile politique, comme à Edward Snowden et à Julian Assange par exemple. Toutes ces mesures fortes ont pour but que cessent les intrusions dans la vie des Français, rétablissant ainsi une société fondée sur les libertés individuelles et collectives.